Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Un seul titre dans cette présente édition consacrée essentiellement au tourisme en Casamance. Mame Mbaye Niang était en visite dans le sud du Sénégal. Si le ministre du Tourisme a eu droit à un accueil chaleureux, il reste que les acteurs du secteur n'ont pas été avares dans le listing des difficultés au moment où le maire de Diembéring vante les atouts de la Casamance. L'actualité internationale, la revue de la presse et l'invité de la rédaction mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Mame Mbaye Niang est hôte de la région sud ces dernières 48 heures au Cap Skirring où il a effectué sa première sortie. Le ministre du Tourisme a rencontré les acteurs plus que jamais déterminés à obtenir la réouverture des hôtels fermés depuis plusieurs années. Acteurs politiques et professionnels ont convoqué l'application du droit réel pour libérer la région d'une dictature qui ne dit pas son nom. Cheikh Tidiane Cissé. Pour sa première sortie en tant que ministre du Tourisme dans la région de Ziguinchor, Mame Mbaye Niang a choisi la station balnéaire du Cap Skirring pour prendre contact avec les acteurs qui n'ont pas manqué de lui souligner l'exigence d'ouvrir les hôtels fermés pour une véritable reprise de l'activité touristique. Un point de vue partagé par l'honorable député Aimé Assine qui en appelle d'ailleurs au respect du droit réel. Aujourd'hui que les droits réels sont établis, nous pensons que les droits redonnent à l'État toute sa force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que la solution est toute trouvée. Parce que dans la mesure où il ne reste qu'une décision politique. Il n'est plus question de nous parler de quelqu'un qui prenne en otage toute une région, tout un pays. Il s'agit tout simplement pour l'État de faire preuve de volonté politique. L'État va mettre la terre à la disposition des repreneurs. Que ceux qui n'ont pas les moyens de le faire laissent ceux qui ont la possibilité de le faire, parce que nous, notre seul souci, c'est de réouvrir les hôtels pour permettre aux populations de vivre aisément en travaillant. Et c'est possible. Les investisseurs sont là. Au moment où nous parlons, il y en a qui sont là, qui sont même prêts. On leur donne aujourd'hui les terres. Aujourd'hui, ils démarrent les travaux dès le mois de décembre. En plus de cette exigence, les lenteurs notées dans l'application des mesures annoncées par le chef de l'État pour redonner au secteur touristique son lustre d'antan, avec surtout l'exonération fiscale, sont dénoncées par les professionnels du secteur. Ce qui d'ailleurs amène le ministre Mame Mbaye Niang à non seulement apporter des précisions, mais partager les ambitions du président de la République. Vos préoccupations, c'est les hôtels qui sont fermés. J'en fais le serment, le travail sera fait. Nous jugerons de la façon la plus juste et équitable, conformément aux orientations du président de la République. L'intérêt général, c'est l'intérêt des populations, donc c'est l'intérêt de l'État, c'est l'intérêt de la personne qui définit notre politique touristique, le président de la République. Il n'y a pas de lobby, ou même s'il y en avait, il n'y en a plus. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, soyez rassurés que ces dossiers seront suivis avec détermination et abnégation et toute la volonté requise pour que ça puisse se régler définitivement, et c'est possible. Rappelez qu'avant ce face-à-face avec les acteurs, ce sont quelques réceptifs hôteliers qui ont fait l'objet de visites par le ministre qui a enfin
a fait crochet dans la commune de Namport pour découvrir l'originalité des cases à impluvium et se rendre compte de la diversité de l'offre touristique en Casamance. Nous restons toujours dans ce domaine. Les atouts touristiques de la Casamance vantés devant le ministre Mambay Niang. De la vue du maire de Diembéring, la région a suffisamment de potentialité pour attirer le maximum de touristes. Tombongay, que nous écoutons au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Il y a des potentialités réelles. Et tout de suite, j'étais très satisfait parce que ma voiture était juste derrière la vôtre. Quand nous vous avons accueilli donc, à Katakalous, vous étiez en train de prendre des photos. Ce qui veut dire que vous êtes déjà convaincu par le potentiel que vous avez traversé. Mais ce n'est qu'une moitié, pour dire vrai. Donc au point de vue géographique, il y a des potentialités réelles. Parce que la Casamance est à moins de 6h30 de vol de notre pays, le plus grand pourvoyeur de tourisme, c'est-à-dire la France, à moins de 6h30 de vol. Il y a ensuite les potentialités physiques. Les potentialités physiques, tout de suite nous avons visité la plage donc, de la Maison Bleue. Et je me suis plu justement à vous dire que nous avions la meilleure plage, au point de vue morphologique, même au point de vue chimique, relativement à la pollution. Ici, il n'y a pas de pollution. Nous avons la meilleure plage possible du Sénégal, parce que la pente est très correcte. Jusqu'à 100 mètres, après donc, les vagues, on ne prend pas le risque de se noyer. C'est une plage très propre, le sable est tout à fait fin. Parmi les atouts physiques également, il y a le fleuve Casamance, dont l'estuaire se situe dans la commune de Diembéring, dans la commune de Kafountine et dans la commune de Moulamp de l'autre côté également. La communauté internationale a célébré ce lundi la journée mondiale de l'alimentation, un prétexte pour Jean-Pierre Senghor de plaider en faveur de la sécurité alimentaire afin de dissuader les jeunes à tenter l'aventure vers l'Europe. Nous l'écoutons au micro de Eva Sagna. Vous savez, chaque année, la journée mondiale, comme on l'a dit, comme on l'appelle, est organisée dans le pays, comme partout dans le monde. Et au Sénégal, chaque année, on choisit une localité pour célébrer la journée. Cette année, c'est Sédhiou qui est choisi pour abriter un peu les cérémonies justement de la journée. Et le thème de cette année, c'est investissons dans la sécurité alimentaire pour agir sur les migrations. En d'autres termes, pour stopper ces jeunes qui partent, contribuer à stopper ces jeunes qui partent et qui vont parfois mourir dans les abîmes de la Méditerranée, il faut que nous mettions en place, que nous ayons des mécanismes locaux qui les retiennent. Et ces mécanismes-là passent, selon les thèmes de la journée, par l'investissement dans la sécurité alimentaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que les jeunes puissent produire, avoir des infrastructures de production sur place, gagner de l'argent. C'est ça qui va faire qu'ils vont rester dans leur terroir. Voilà le thème de cette année, un thème qui est d'actualité, un thème qui est très intéressant et qui, en fait, nous interpelle, personnellement m'interpelle en tant que secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. C'était Jean-Pierre Senghor qui s'exprimait au micro de Eva Sagna. Il sera d'ailleurs l'invité de ce 13h30. Les fortes pluies enregistrées dans le sud du pays cette année ont fait de nombreux dégâts dans le département de Bignona. À l'école Faïkoli, par exemple, l'état dans lequel se trouvait l'établissement à l'ouverture des classes a entraîné la délocalisation des cours, le temps de permettre à la mairie de terminer les travaux engagés, nous dit Lamine Badiane. L'école élémentaire publique Faïkoli de Bignona a été fermée au public pour un mois sur décision du préfet Malik Sané, secrétaire municipal. Donc avec les fortes pluies qui sont intervenues après, certaines classes qui étaient vétustes, qui devaient même être rasées depuis longtemps,
Donc on vu l'état se dégrader. Cette situation qui a amené le préfet, sur recommandation de la commission de protection civile, à fermer l'école. Il faut dire qu'avant cette date, la commune avait déjà pris des mesures. Par mesure de sécurité et pour que les travaux puissent se faire, la commission auxiliaire de la protection civile avait indiqué qu'il était imprudent de laisser les élèves. Les autorités municipales ont alors mis les bouchées doubles en plus des investissements faits dans cet établissement l'an passé. La commune, en 2016, a déjà construit 4 nouvelles salles de classe dans cette école. Donc cela montre la volonté de la commune de travailler à la réhabilitation et à la rénovation de ces classes. Tous ces travaux sont pris en charge entièrement par la commune. Maintenant, pour raser les salles de classe et les gravats, nous avons sollicité, en plus des moyens que nous avons mis en place, l'armée, justement pour nous aider dans ce travail. Mais sinon, la commune aujourd'hui a pris les engagements, a pris les dispositions, justement pour faire tous les travaux requis par la commission auxiliaire de protection civile pour que l'année scolaire puisse se tenir dans cette école. Cet engagement de la mairie rassure les parents d'élèves. Siaka Gouyabi, président de l'APE. Et le maire s'est engagé à refaire les classes de Faïkoli et à nous livrer les classes au plus tard le 30, comme convenu, et que le 2, les élèves puissent retourner en classe. Et tout de suite, je demandais même à l'entrepreneur, est-ce qu'il est certain qu'au plus tard le 30 en tout cas, on aura reçu l'école clé à main. Il a confirmé comme quoi c'est possible. Si tout va comme prévu, les élèves de l'école Faïkoli qui suivent présentement les cours les après-midi et le samedi matin à l'école Amidou Daniel Koli vont retrouver leur établissement le 2 novembre prochain. GMS Bignona, Lamine Badiane. L'actualité internationale de ce mardi 17 octobre 2017 nous mène en France, en Espagne et au Madagascar. Synthèse de Eva Sagna. À Madagascar, au moins 64 personnes sont mortes de la peste et plus de 800 cas ont été répertoriés. Un plan de riposte national a été mis en place, mais les obstacles sont nombreux. À Antananarivo, l'heure est au grand nettoyage. Tout le monde retrousse ses manches. Depuis fin août, la saison de la peste s'est déclarée dans le centre de Madagascar. En Espagne, des dirigeants de principales associations indépendantistes de Catalogne ont été placés en détention lundi soir près de Madrid sur ordre d'un juge d'instruction. Inculpés pour sédition, ils sont soupçonnés d'avoir encouragé des manifestants à bloquer la sortie d'un bâtiment où les gardes civils menaient des perquisitions en lien avec le référendum. Et puis en France, ce 17 octobre marque la journée mondiale du refus de la misère, une initiative née en France il y a 30 ans et dont la raison d'être n'a jamais été aussi criante. La France a beau être la 6e puissance au monde sur les 10 ans entre 2005 et 2015, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, le nombre de pauvres n'a cessé d'augmenter selon l'Observatoire des inégalités. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Il s'agit de Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif de la sécurité alimentaire. Il est au micro de Eva Sagna. Le thème de cette année, c'est investissons dans la sécurité alimentaire pour agir sur les migrations. En d'autres termes, pour stopper ces jeunes qui partent. Contribuer à stopper ces jeunes qui partent et qui vont parfois mourir dans les abîmes de la Méditerranée. Il faut que nous mettions en place, que nous ayons des mécanismes locaux qui les retiennent. Et ces mécanismes-là passent, selon les thèmes de la journée, par l'investissement dans la sécurité alimentaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que les jeunes puissent produire, avoir des infrastructures de production sur place, gagner de l'argent. C'est ça qui va faire qu'ils vont rester dans leur terroir. Voilà. Donc il y a beaucoup à faire pour que nos jeunes comprennent que chez nous ici, ils peuvent rester là et devenir de vrais entrepreneurs qui gagnent de l'argent. Dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur de la production agricole au sens large. Vous savez, ceux qui sont du secteur comprennent
Il y a beaucoup de privés aujourd'hui qui comprennent que dans l'agriculture, on peut gagner de l'argent. C'est dur, il faut le dire, c'est vrai. Ce n'est pas un secteur qui est facile. D'ailleurs, il y a des expressions traditionnelles qui même sont symptomatiques. Souvent, on dit à un enfant, ah bon, tu ne veux pas travailler? On va t'envoyer cultiver la terre. Alors, c'est en fait comme si c'était une activité où on va quand on n'a plus rien à faire. Alors que c'est un vrai business. Il faut que ce soit vu comme ça. Un véritable business où on peut gagner de l'argent, on peut se réaliser, devenir un vrai gentleman farmer et être un businessman. Avoir des camions, des 4x4 où on met sa production pour aller vendre. Mais quand on dit ça, il faut aussi expliquer que les jeunes ne sont pas intéressés par l'agriculture de grand-père. La daba, le kajandou, ça c'est démodé. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mes parents là, ils disent qu'ils ne vont pas faire de kajandou là, ils pensent que c'est démodé. Les jeunes sont intéressés par une agriculture moderne. C'est ça. Il faut marcher avec son temps. Voilà, donc c'est dans cette modernisation de l'agriculture, dans le combat pour moderniser les exploitations familiales, c'est dans ça que le président, c'est à ça que le président nous invite. Pour opérationnaliser cette stratégie, nous avons mis en place, l'État a mis en place un programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience PNASAR. Alors, quelles sont les zones les plus touchées par l'insécurité alimentaire ici au Sénégal? Mais d'abord préciser que le Sénégal, c'est un pays qui n'est pas, j'allais dire, en situation d'insécurité alimentaire, pays pris dans sa globalité, mais il y a des poches, effectivement, de difficultés. Cette année, au mois de mai dernier, il y a eu un conseil interministériel, un conseil de sécurité d'ailleurs, à l'issue duquel le Premier ministre a pris un arrêté qui a instauré un programme d'urgence sécurité alimentaire. Ce programme d'urgence sécurité alimentaire est censé appuyer les départements, les ménages qui sont en difficulté pour éviter que ces ménages-là tombent dans des situations plus compliquées. Les 45 départements ont été considérés. Tout ça a été mis dans une grille. La grille a été remuée, j'utilise des images. Et ces 6 départements qui sont sortis comme étant des départements en difficulté. Ce sont les départements de Matam, Kanel, Bambey, Malem-Hodar, Goudiri et Tambacounda qui sont apparus comme étant des départements en difficulté. Et le plan d'urgence concerne ces 6 départements. Il y a effectivement d'autres départements qui sont aussi en difficulté, mais les plus difficiles, ce sont ces départements-là. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de réduire ces appuis ponctuels. Éviter de se mettre en position de riposte, il faut se préparer à ne pas sentir ces chocs-là. C'est pour ça qu'on a mis en place ce programme. Et dans ce programme, nous avons un sous-programme très important que nous avons intitulé « Nouveau terroir résilient », c'est-à-dire c'est construire des remparts à l'insécurité alimentaire en accompagnant 90 000 ménages au cours de ces 5 prochaines années pour permettre à ces ménages-là de constituer leurs propres réserves alimentaires. Ça veut dire qu'il faut les appuyer dans la production. Il faut les appuyer dans le service agricole pour que ce soit les ménages eux-mêmes qui constituent leur propre résilience, qui construisent leur propre résilience. C'est la fin de ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.